pas envie d'aller à l'école. Laisse-moi dormir. C'est moi qui dois y aller, allez, debout. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est l'heure d'aller à l'école, Je suis debout. Nemo! Oh non, ne bouge plus, tu n'arriveras jamais à sortir de là tout seul. Laisse-moi faire. Dans la vie, il y a des séries qu'il te tarde de découvrir et il y a les autres. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas ces premières dont je vais te parler. Nous allons nous rendre plutôt du côté des séries qui ne font pas envie. Ne te désintéresse pas pour autant, car la suite de cet épisode va te permettre d'éviter de faire des erreurs dans ton choix de nouvelles séries à regarder. Et en plus, on va bien se marrer. Comme à chaque rentrée scolaire, je te propose une liste de séries qui, à mon avis, fleurent bon l'excrément de chien malade. Je crois que je vais vomir. Évidemment, cette liste est tout à fait subjective et non exhaustive. Perçois-la comme une aide, ou plutôt une boussole, pour t'orienter dans cette jungle de nouvelles séries dont le lancement est prévu d'ici à la fin de l'année ou début 2025. Petit retour en arrière. En septembre 2023, je t'avais proposé 5 séries. Et il en sera de même cette année. Concernant ma sélection de l'année dernière, voici la liste et le sort réservé à ces fameuses 5 séries. Quel sera ton sort, David Jones? Il y avait tout d'abord The Walking Dead d'Daryl Dixon. Une saison 2 est d'ores et déjà prévue. La mini-série Tapis, une seule saison, comme il s'agissait d'une mini-série, c'est évident. The Irrational, une saison 2 sortira sur NBC en octobre. The Spencer Sisters, la série a été annulée au bout de seulement 10 épisodes. Et enfin, Berlin aura droit à une saison 2 sur Netflix. Eh bien, ce pronostic de la rentrée n'était pas vraiment bon, avec seulement un score de 2 sur 5, et encore c'est en comptant la mini-série Tapis. C'est nul! Restons pour autant lucides. L'énième spin-off de The Walking Dead, The Irrational et Berlin n'ont certes pas été annulés, mais cela ne veut pas dire que ces séries sont de qualité. Je dirais même l'inverse. Elles sont bel et bien des séries de merde. Mais c'est de la merde! Je sais, on va encore me dire que je juge sans avoir essayé. Eh bien, figure-toi que c'est tout à fait vrai. Je n'ai pas tenté de regarder ces séries tout simplement car je tiens à mes facultés cognitives. Depuis tout ce temps, autant que mes heures passées devant des séries me servent à quelque chose. En l'occurrence, me permettre de juger par le biais d'un synopsis et de trailers si la fiction me plaira ou non. Après, seuls les cons ne changent pas d'avis, mais dans ce cas, je suis peut-être un sacré con. Ou simplement un fiefé taquin. Je te taquine. Je te laisse juger par toi-même. Ou alors tu peux aussi tenter de me convaincre de regarder telle ou telle série en me faisant part de tout l'amour que tu as pu ressentir lors de ton visionnage. Je t'attends. Quoi qu'il en soit, cette année ne dérogera pas à la règle de ma prophétie annuelle. J'ai sorti ma boule magique, non pas pour invoquer Shenron, Est-ce que vous pourriez me rendre ma boule de cristal, s'il vous plaît? mais pour te proposer 5 séries qui, selon moi, ne valent vraiment pas le coup. Leur point commun, hormis le fait de sentir la jambe gangrénée de 6 mois, elles sont encore une fois tombées dans la solution de facilité. Laquelle? Eh bien, toujours la même, figure-toi. Il s'agit pour la quasi-totalité de remakes ou d'adaptations d'univers déjà bien connus. L'originalité n'est décidément plus dans le vocabulaire de nos producteurs et productrices adorés. La solution de facilité et le rendement sont devenus le leitmotiv de ces sinistres branleurs et branleuses. Ah mon cher ami, laisse-moi te parler de cette triste réalité qu'est devenue le monde du divertissement. Les plateformes de streaming comme Netflix et autres, ce ne sont plus que des machines à fric, sans âme, sans cœur. Elles sont là, telles des vautours, pour nous arracher jusqu'au dernier centime. Et pourquoi des adaptations plutôt que des créations originales, me demanderas-tu? Eh bien c'est simple, le profit à tout prix, la facilité méprisable.
Pourquoi se fatiguer à créer quand on peut recycler sans vergogne ? Les remakes, les adaptations, c'est la garantie d'un public déjà acquis, déjà conditionné. L'originalité ? Un concept oublié, mec, sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Et ne me dis pas que c'est dommage, c'est bien pire que ça. C'est le reflet de notre société qui est malade, où seul l'argent dicte sa loi. Les programmes qui ne rapportent pas assez, eh bien condamnés, exécutés sans procès. Alors la prochaine fois que tu te lamenteras sur le manque d'originalité, rappelle-toi, dans ce monde pourri, seul l'argent a voix au chapitre. Et Netflix, comme les autres, l'a bien compris, exploitant notre désespoir et notre besoin d'évasion jusqu'à la moelle. Rébellion, au bûcher tout ça. Souffle un peu, calme-toi. Alors, tout d'abord, je ne te demandais rien. Et qui tu es ? D'où tu sors ? Bon, et bien que le fond de ton intervention soit totalement juste, la forme m'inquiète un peu. En fait, tu m'inquiètes un peu. Je pense qu'une cure de soleil, de câlins avec des petits chatons et surtout une bonne dose de Prozac te fera le plus grand bien. C'est l'heure des médicaments. L'heure des médicaments. Je te laisse donc et à présent, place aux 5 séries que je conseille d'éviter prochainement. Débutons par Zorro, l'adaptation certainement de trop. En voici son synopsis. Un cavalier qui surgit hors de la nuit. En 1821, Don Diego de la Vega devient le maire de Los Angeles, une ville qu'il souhaite voir prospérer. Cependant, il se heurte aux ambitions dévorantes de Don Emanuel, un homme d'affaires local dont la cupidité plonge la municipalité dans une crise financière. Malgré son rôle de maire, Diego se trouve impuissant face à cette injustice. N'ayant pas endossé l'identité de Zorro depuis 2 décennies, il est contraint de reprendre son masque et son épée pour protéger l'intérêt général. Toutefois, cette double vie s'avère difficile à gérer, mettant en péril son mariage avec Gabriela, qui ignore tout de sa double identité. Diego parviendra-t-il à sauver son couple et à préserver sa santé mentale au cœur de ce tumulte ? Vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée. D'un Z qui veut dire Zorro. Zorro. Renard rusé qui fait sa loi. 2024 nous livre non pas une, mais 2 nouvelles séries tirées de l'univers de l'homme masqué le plus célèbre de la télévision. Tu l'auras compris, le bien nommé Zorro. La première adaptation sera espagnole, et la seconde sera franco-italo-teutonne. Et c'est celle-ci qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Avant de cracher dans la soupe, j'ai toujours trouvé cette expression vraiment dégueulasse. Franchement, les gens qui font ça, vous avez un sérieux problème, c'est dégoûtant. Cracher dans la soupe, c'est tout simplement un crime contre l'humanité. Eh là, tout de même, là, vous allez un peu loin, là, hein ? Tu ne crois pas ? Je m'emballe peut-être. Ou pas, attends. Imagine un peu la scène. Une soupe bien fumante, qui sort tout juste du feu, pleine de bons légumes frais du jardin, avec juste ce qu'il faut de sel et de poivre. Bref, un chef-d'œuvre gustatif dans un bol. Et là, un trou du cul ose approcher sa bouche de cette merveille pour y déposer un vieux molar gluant. Non mais sérieusement, c'est quoi son problème ? Cracher dans la soupe, c'est comme étaler de la merde de chien sur un Rembrandt. C'est bafouer l'art culinaire, c'est une hérésie gastronomique, bordel. Ces gens-là méritent la mort. Mais enfin, mon ami, vous êtes fou. Bon, c'est peut-être un peu fort, mais pour eux, finit la soupe. Leur condamnation, une vie de purée en poudre, sans beurre et sans sel, pour comprendre la valeur d'un bon bol de soupe. Rien que d'y penser, ça me fout des frissons. Ça me donne le frisson de la mort. Ok, je crois que je me suis légèrement emporté sur cette histoire de crachat dans la soupe. En fait, je voulais simplement t'expliquer qu'avant de dire du mal de cette énième adaptation de Zorro, je suis plutôt un fervent supporter de la série. En tant que gamin des années 80, j'ai grandi avec la série Zorro des années 50. Elle était mon rendez-vous du dimanche soir sur FR3. France 3 pour les plus jeunes. Entre nous, j'en garde de très bons souvenirs, même si elle était annonciatrice d'une fin de week-end et d'un retour à l'école le lendemain. La déprime. Quoi qu'il en soit, Zorro est une série nostalgique que j'ai grandement appréciée. Alors pourquoi jeter mon fiel sur cette nouvelle adaptation ? La réponse est dans la question. Si tu me suis depuis quelque temps,
tu sais pertinemment que je ne suis pas un ardent défenseur des adaptations. Certaines valent le coup et je le reconnais sans rougir. Je pense notamment à The Office, qui nous a offert une version américaine de grande qualité, ou encore à Shameless. Certes, des portages de version UK en version US, mais des adaptations quand même. Donc, le fait que cette nouvelle version de Zorro soit une adaptation me pose un problème. Je ne dis pas que la série sera mauvaise, je n'en sais rien. Le seul teaser de moins d'1 minute n'en dit pas beaucoup. Mais on sait qu'ils veulent donner à notre Don Diego de la Vega une petite touche humoristique. Et c'est peut-être là que j'ai bloqué lors du visionnage. Zorro est interprété par Jean Dujardin. Dujardin, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, il m'indiffère. Oh, vous êtes dur. Il joue plutôt bien quand il officie dans le drame. Quant à la comédie, il me fait rire par moments, même si je trouve qu'il est toujours dans le même type de rôle. Le type un peu sympa, attachant, mais un peu bof. Pastis partant bleu. Pastis délicieux. Allez, santé. Alors? On n'attend pas Patrick? Et là, j'ai l'impression qu'on est devant ce genre de personnage. Peut-être que je me trompe sur toute la ligne, mais si tel est le cas, ce n'est pas vraiment ce que j'attends d'un Zorro. Ou alors, il faut aller complètement dans le délire, prendre à contre-pied ce qu'est Zorro et en faire une pure comédie déjantée. Et ce n'est pas ce que j'ai perçu dans le teaser, qui semble être dans un entre-deux. Donc je te laisse le découvrir, il est dispo sur le site de la Crypto-série, dans l'article dont on parle aujourd'hui. Ah, et puis j'oubliais, Zorro a déjà clôturé l'ensemble des abécédaires de la crypte, je pense notamment à l'abécédaire des séries de merde, l'abécédaire des séries cultes, et l'abécédaire des personnages que l'on aimerait avoir comme amis. Donc je suis sûr que finalement cette série peut trouver une nouvelle place, peut-être dans un prochain abécédaire. On verra bien. Passons à présent à la deuxième série que je ne te conseille pas. Il s'agit de Cat's Eyes, un live-action en mode Julie Lescaut. Voici son synopsis. À Paris, en 2023, lors d'une exposition à la Tour Eiffel, Alexia, Tam et Cilia découvrent une œuvre d'art qui appartenait à leur père, disparu 10 ans plus tôt dans l'incendie de sa galerie. Déterminés à élucider le mystère entourant leur père, les trois sœurs décident de voler le tableau. Quentin Chapuis, capitaine de la brigade de répression du banditisme, est chargé de les arrêter. Mais il commence à suspecter que Tam, son amour, pourrait être l'une des voleuses. Donc, pour cette deuxième non-recommandation, j'ai jeté mon dévolu sur Cat's Eyes. J'ai pourtant longtemps hésité avec une autre série française qui verra le jour prochainement. Il s'agit de Tout le bleu du ciel. À ce jour, je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir donner un avis éclairé sur cette dernière. Bien qu'entre nous, tu sais que d'habitude, ça ne me gêne pas pour traîner dans la boue des pauvres séries que je n'ai pas vues. Et c'est ce qu'on appelle une impartialité pernicieuse. Alors ce n'est que partie remise pour Tout le bleu du ciel. Mais j'avoue que j'ai vraiment dévoré et apprécié le livre de Melissa d'Acosta. Je vais donc surveiller de près ce que cette adaptation va nous offrir. Le bouquin est une ode à la vie, au lâcher-prise et à l'évasion. À travers des personnages attachants et crédibles, l'autrice nous livre une œuvre vraiment émouvante et inspirante, le tout sur fond de road trip à travers quelques contrées françaises, dont les Pyrénées, plus beau coin de France. Et non, je ne manque pas d'objectivité. C'est joli le paysage. Bref, tu l'auras compris, j'espère vraiment que TF1 ne fera pas n'importe quoi avec cette adaptation. Elle mérite un portage télévisuel impeccable. Revenons à présent à nos moutons, ou plutôt à nos brebis que sont les personnages de Cat's Eyes. Dois-je te faire l'affront de te présenter Cat's Eyes ? Si tu es né dans les années 80 ou 90, tu connais forcément l'animé que nous avons pu découvrir sur FR3, puis lors de rediffusion sur France 5 au début des années 2000. Cat's Eyes est à la base un manga de Tsukasa Ojo. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur le sujet, donc si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller consulter sa page Wikipédia. Pour ma part, j'ai connu Cat's Eyes sur FR3. Je ne me souviens pas vraiment de la série car je pense que j'étais encore un peu jeune. Mais comme pour beaucoup, seul le générique, à la fois entêtant et intriguant, me reste en tête. Alors pourquoi intriguant, me diras-tu ? Eh bien, il faut dire que malgré mon jeune âge, ces trois jeunes femmes en tenue ultra moulante ne me laissaient pas insensible. J'avoue que dans mon bas de pyjama Yakari, il se produisait quelques mouvements fortuits et incontrôlables.
La luxure est un péché innommable. Je vois que dès votre plus jeune âge, le plaisir de la chair était déjà présent. Votre âme ne peut être sauvée. Vous finirez dans les flammes de l'enfer. Oh oui, des flammes, Marie-Constance. Oh, fais-moi dégouliner de la cire brûlante sur les tétons. Allez, vas-y, mais reviens. Mais reviens, pourquoi tu fuis encore une fois? Quel dommage. Elle a perdu l'occasion de se décoincer un peu. C'est triste, hein? Gamin! Allez, viens! C'est pourri, gamin! Plus sérieusement, le portage en live action de cet animé me pose question. Encore une fois, cela ne veut pas dire que ce sera mauvais. Il existe quelques cas plutôt qualitatifs. Je pense notamment à la série One Piece, diffusée sur Netflix en 2023, qui a été une bonne surprise. Ou encore à Cowboy Bebop, qui malgré de nombreux défauts, se laissait regarder et aurait mérité une saison 2 pour corriger le tir. Il existe aussi de nombreuses adaptations de piètre qualité. Et là je pense évidemment à Dragon Ball Evolution, la version américaine de Ghost in the Shell ou encore Nicky Larson de Philippe Lachaud. Mais qu'en sera-t-il pour Cat Size version TF1 ? Franchement, la bande-annonce que tu trouveras sur le site de la crypte ne vend clairement pas du rêve. On a l'impression d'être dans un mix entre Julie Lescaut, Lupin et Totally Spies. Mais ta gueule! Pour cette dernière, c'est la chevelure de nos héroïnes qui m'y a fait penser. Bon, et je ne veux pas faire mon pervers de première catégorie, mais où sont passées les tenues moulantes, celles qui semblaient s'orienter un peu vers du cuir par certains moments? Je sais que c'est sûrement moins confortable et discret que du tissu, d'autant plus quand on est une voleuse. Mais merde, Catwoman s'en sortait parfaitement avec elle. Je suis Catwoman. Écoutez-moi rugir. Bon, et en plus de cette bande-annonce moisie, Cat Size est créé et réalisé par Michel Katz. Est-ce qu'il était prédestiné à faire cette série avec un nom pareil? Je ne sais pas, quoi qu'il en soit, ça ne sent pas bon avec ce mec, et je vais te dire pourquoi. Ce nom ne te dit sûrement rien, à moi non plus d'ailleurs. Mais mes recherches m'ont toutefois conduite sur la fiche IMDb du monsieur. Et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que le bougre a produit des téléfilms comme Coup de foudre en Andalousie et Coup de foudre à Saint-Pétersbourg. Et franchement, rien que de lire les titres, ça me fait de la peine. Oh, je m'en vais, il me fait de la peine. Mais entre nous, j'attends quand même avec impatience le 3e volet de cette trilogie, certainement Coup de foudre à Saint-Rémy en Bouzemont, Saint-Genès et Isson. Oui, ce village existe et tu peux le visiter dans le département de la Marne. Mais attends, sache que Michel ne s'est pas arrêté là dans ses productions de qualité. Accroche-toi bien à ton siège, car le mec a produit la série Belfond avec Stéphane Bern dans le rôle principal. Qui? Oui, j'ai bien dit Stéphane Bern, bordel. Mais arrêtez tout, laissez-le commenter des mariages de princes et princesses, ou nous conter l'histoire de France. Je pense qu'il existe assez de comédiens en France, pas besoin d'offrir des rôles aux Jacques Le Goff des Diadèmes et autres tiares. Pour conclure, entre le manque d'originalité, un trailer qui sent bon la fiction française de pacotille, et un producteur qui semble avoir un talent inégalé pour pondre des fictions qui rivalisent de niaiseries et d'un choix hors du commun en matière de casting, on ne peut qu'attendre Cat Size avec une pointe d'appréhension. Passons à la 3e série, Dexter Original Sin. Voici son synopsis. En 1991, à Miami, Dexter, un étudiant, commence à céder à ses pulsions meurtrières. Trouvant soutien et compréhension auprès de Harry, son père adoptif, il apprend des règles pour cibler et éliminer ceux qui, selon lui, méritent de mourir tout en échappant à la police. Ce défi est d'autant plus complexe pour Dexter qui est stagiaire en médecine légale au département de la police de Miami. J'ai eu l'occasion de parler à de nombreuses reprises de Dexter. Je te renvoie notamment au premier volet de l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps, dans lequel j'explique en quoi Dexter était une très bonne série qui n'a malheureusement pas su s'arrêter à temps. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que quand j'écrivais cet article, et le podcast qui va avec, le revival Dexter New Blood, cette fameuse saison 9, n'avait même pas encore vu le jour. Inutile de dire que cette saison, bien qu'elle ait au moins réussi à corriger le tir après la fin catastrophique de la saison 8, était encore une saison de trop. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, alors passons. Revenons à ce Dexter Original Sin. Cette série a le don de m'inquiéter et voici pourquoi.
Elle incarne tout ce qui ne va pas dans le monde des séries d'aujourd'hui, le manque flagrant d'originalité qui gangrène l'industrie. Sans paraphraser notre ami révolutionnaire de tout à l'heure, Jean Gilles. On dirait ici que la marvelisation des fictions a contaminé tout le métier. On a l'impression que plus personne ne sait ou ne veut créer quelque chose de nouveau. Que ce soit par cupidité ou par pure paresse, c'est injustifiable. Sérieusement, j'en ai ras-le-bol. Arrêtez de nous prendre pour des cons et surtout, c'est peut-être à nous, spectateurs, de dire stop face à ces productions. Stop! 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 Arrêtons de regarder ces fictions qui sont toutes ressucées où un simple filon est pompé jusqu'à la moelle. La sucette est terminée les amis. Vous êtes en train de ronger le bâton en plastique et ça commence à nous filer une sacrée indigestion collective. J'ai la méga chiasse, putain la méga chiasse. Excuse-moi. Excuse-moi, Malobi, tu sais ce que c'est? Faut que j'aille chier, bordel. Il faut que j'aille chier, rapidos. Alors oui, d'accord. Le trailer de Dexter Original Sin, pour revenir à elle, nous dévoile une série qui semble avoir bien compris l'univers de sa grande sœur, et le casting est plutôt alléchant. On y retrouve Sarah Michelle Gellar, que tu as pu voir bien entendu dans Buffy contre les vampires, Ringer ou The Crazy Ones. Il y a aussi Patrick Gibson, que tu as pu voir dans The OA. Il y a également Patrick Dempsey, que tu as pu voir dans Grey's Anatomy, et l'excellent Christian Slater, que tu as pu voir dans My Own Worst Enemy, Forgotten, Breaking In et Dr. Death. Et cerise sur le gâteau, le tout est quand même produit par Clyde Phillips, celui qui a fait des merveilles avec la première série Dexter et d'autres hits comme Nurse Jackie, Boomtown, Parker Lewis ne perd jamais ou encore Players, les maîtres du jeu. Mais tout ça c'est bien beau, mais au final Dexter Original Sin reste un spin-off, encore un. Rien de nouveau sous le soleil, et ça franchement ça me tue. Passons à la 4e série, The Boys Mexico, ou l'art de tirer sur la corde. Alors à ce jour, il n'y a aucun élément sur la série si ce n'est que les événements se passeront au Mexique. Pas de teaser, pas d'affiche, rien. Y'a rien, allez, y'a rien, allez. Mais ce qu'on peut noter, c'est que finalement, encore une fois, on est face à un spin-off. En effet, après Gen V, The Boys, la série phare de Prime Video, continue d'étendre son univers avec donc ce second spin-off. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Ah bah tiens, ça c'est une bonne question. Et pas trouvé une bonne réponse. Eh bien, pas grand-chose pour l'instant, comme je l'indiquais. La série a été commandée, c'est certain, mais niveau info, c'est le désert total. Pas de synopsis, pas de visuel promotionnel, pas même un petit teaser à se mettre sous la dent. Du coup, est-ce qu'on peut déjà dire que ce sera mauvais ? Impossible de juger, mais tu me connais. Je te connais, Hubert. Quand t'es là, c'est qu'il y a de grabouches dans l'air. Tu devines déjà pourquoi cette nouvelle série atterrit direct dans ma liste des shows à éviter. Encore un spin-off. Oui, encore une fois, on recycle, on rebat les mêmes cartes et on presse le citron jusqu'à la dernière goutte. Bon, je ne vais pas non plus cracher dans la soupe. Tu vois, on y revient toujours à cette foutue soupe. Ouais, je vais pas cracher dans la soupe car j'apprécie vraiment la série The Boys. Certes, la dernière saison, la 4, était un chouïa en dessous des autres, mais j'attends avec impatience la prochaine, qui, je l'espère, conclura la série en beauté. Et pour la dernière, je vous propose de finir en beauté. Il reste que The Boys Mexico est encore une solution de facilité pour les producteurs. Sérieux, c'est quoi cette manie de vouloir décliner un concept jusqu'à l'absurde ? Vous vous croyez dans une série de Dick Wolf ou dans une franchise policière de Network qui ne s'arrête jamais ? Ce n'est pas NCIS, bordel les gars. Vous n'allez pas nous pondre un spin-off dans tous les coins du globe. À ce rythme-là, j'attends avec impatience The Boys Suisse. Imagine un peu le truc. La série suivrait le quotidien d'une bande de super-héros en costume de lycra rouge orné de croix blanches, perchés dans les Alpes suisses. Entre deux combats, sans victimes bien sûr, pour lutter contre les contrefaçons de Rolex, ils mangeraient de la raclette tout en passant leur temps à sucer des ricolas. On risque de se faire un peu chier quand même dans cette série, non ? D'accord, je le suis. Tu l'auras compris, The Boys Mexico, ce n'est pas pour moi. Je vais me contenter de savourer la fin de la série originale et ce sera déjà bien suffisant. Mais si jamais The Boys Suisse voit le jour, je suis prêt à revoir ma position, ne serait-ce que pour le délire. Terminons avec la dernière série de cette liste, Rescue iSurf, un Alerte à Malibu version 2024. Ah, enfin une fiction qui n'est pas un spin-off, un remake ou autre revival d'une autre œuvre. Je suis plutôt content de terminer cet épisode de rentrée sur une note positive. Voyons d'un peu plus près de quoi il s'agit. Okay,
want to be a lifeguard, this is the real deal. Plongez dans le quotidien des sauveteurs intrépides qui patrouillent et protègent la côte nord d'Oahu, l'un des littoraux les plus célèbres et dangereux au monde. Ces héros dévoués, toujours en quête d'adrénaline, risquent leur vie chaque jour pour sauver celle des autres dans les eaux tumultueuses et souvent mortelles d'Hawaï. Bon, ça sent la crotte pas fraîche tout ça. C'est de la merde. Ce n'est peut-être pas une nouvelle adaptation d'une vieille série, mais on sent clairement qu'elle puise ses références dans les séries cultes des années 90 et 2000, avec Alerta Malibu en tête de liste. Donc, si tu cherches ta dose de testostérone, de mecs bien bâtis et de boobs, cette série est assurément le divertissement qu'il te faut. On ne va pas se mentir, on ne s'attend pas à un chef-d'œuvre avec une écriture raffinée digne des meilleures heures de HBO. Mais si tu veux simplement te vider la tête devant de superbes paysages hawaïens et quelques paires de fesses bien mises en valeur sur la plage, ça devrait certainement faire le job. Je crois que tu m'as convaincu. Mais attends, arrête tout là, stop. Je rêve. John Wells est le producteur exécutif de la série. Le mec est derrière des séries de qualité comme Urgence, À la Maison Blanche, Shameless, Southland et New York 911. Impossible. Je n'en crois pas mes yeux, c'est impossible. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Est-ce que Rescue iSurf pourrait finalement être la bonne surprise de la rentrée ? Aura-t-elle autant de saveur que les séries cultes susmentionnées ? La qualité d'écriture sera-t-elle aussi fine que dans The West Wing ? Franchement, j'ai du mal à y croire. Le trailer ou même le pitch me font dire le contraire. Et pourtant, une petite voix en moi a envie d'y croire. Alors voilà, soyons bien clairs. Contre toute attente, parmi toutes les séries que je déconseille dans cette liste de non-recommandations, Rescue iSurf est peut-être celle à qui je vais accorder le bénéfice du doute. Allez, je vais tenter l'aventure, me laisser porter par les vagues de cette fiction paradisiaque. Et qui sait, peut-être que je vais finir allongé sur le sable fin aux côtés de Ariel Cable, l'héroïne de la série. Ou peut-être me ferai-je dévorer tout cru par le grand requin des séries de merde. Pour te faire ton propre avis, je t'invite à aller voir le trailer de la série sur le site de la crypte. Et tu verras bien, je ne mens pas, le nom de John Wells apparaît bien dans le trailer. C'est invraisemblable. Invraisemblable. Tu as à présent toutes les cartes en main pour savoir si tu te lances dans l'aventure de Zorro, Cat's Eyes, Dexter Original Sin, The Boys Mexico ou Rescue iSurf. Sinon, tu as toujours des recommandations qui parsèment le site de la crypto-série, www.cryptosérie.fr, et mes différents comptes Insta, TikTok et Facebook sur lesquels j'aborde plein de séries différentes. Cet épisode de rentrée s'achève ici. J'espère que je ne t'ai pas donné envie d'aller regarder ces séries, ou peut-être que si. Dans ce cas, n'hésite pas à venir m'en parler, me dire ce que tu as pu en penser. Sache que j'irai certainement jeter un œil à une ou deux de ces séries également. Pour cela, je te donne rendez-vous dans la partie commentaires du site de la crypto-série, ainsi que sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, X et Thread. Tu peux aussi retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la crypto-série. Je te donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, méfie-toi des gens qui crachent dans la soupe, profite de la vie et bisous.